Bien. C'est parti. Madame la ministre, mes chers collègues, avant de débuter l'audition, je dois procéder d'abord à la nomination de 3 rapporteurs dans le cadre de la séance thématique de contrôle qui concerne notre commission le 15 janvier 2025 et pour laquelle le groupe Rassemblement national a choisi le thème « Un an après la crise agricole, quel bilan pour les agriculteurs ?» Il s'agit d'une nouvelle modalité d'organisation de l'ordre du jour des semaines de contrôle en séance publique et le bureau de notre commission a pu échanger à ce propos hier. Et conformément aux décisions qui ont été prises par la conférence des présidents pour ces nouvelles séances de contrôle, 2 des rapporteurs nommés pour chaque séance doivent être membres de groupes de l'opposition et 1 rapporteur d'un groupe de la majorité. Le groupe RN étant celui qui a choisi le thème de cette séance, il bénéficie évidemment de plein droit de la nomination de l'un de ses membres comme rapporteur. Dans ce cadre, nous avons reçu la candidature de Madame Hélène Laporte comme rapporteure pour cette séance au titre du groupe RN. Par ailleurs, nous avons aussi reçu pour les groupes de la majorité la candidature de M. Stéphane Travers du groupe EPR et pour les autres groupes de l'opposition, celle de M. Dominique Potier pour le groupe socialiste. S'il n'y a pas d'opposition, ce qui est le cas, il en est ainsi décidé et ils sont tous 3 désignés co-rapporteurs. Bien. Nous passons maintenant à l'audition elle-même. Notre commission accueille cet après-midi, et je l'en remercie, Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Alors, évidemment, Madame la ministre, nous avons beaucoup de sujets à aborder avec vous. Votre feuille ministérielle, bien sûr, mais vous le savez, évidemment, les mobilisations des agriculteurs et agricultrices et leur suite, y compris sur le plan législatif. C'est un moment charnière pour notre agriculture qui se trouve dans la tourmente comme probablement jamais dans ce siècle. Vous le savez, la colère gronde dans les fermes. J'ai pu en juger moi-même comme un certain nombre de collègues. Pour ma part, dans l'Oise, à la rencontre d'agriculteurs mobilisés avant-hier soir. La forte hausse des prix de l'énergie et des intrants qui fragilise la trésorerie des exploitations. Les maladies aussi qui déciment les troupeaux sans soutien suffisant, rapide et conséquent. Une nouvelle saison va d'ailleurs commencer sans vaccin disponible pour la FCO8, car nous avons renoncé à la produire ou à organiser en urgence des achats groupés. Dans le même temps, des agriculteurs qui produisent sous signe de qualité et subissent la chute de la demande de leurs produits en raison de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat des concitoyens. Plus globalement, la France a perdu en 10 ans un quart de ses fermes, des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus concentrées, de plus en plus endettées et difficiles à transmettre dans un cadre familial. Sur le plan commercial, les déficits se creusent année après année. Je pense aux fruits et légumes, aux viandes, aux protéines végétales. Et sachez, vous le savez, que si on exclut le vin, la France est devenue importatrice nette et de loin de produits agricoles et alimentaires. L'agriculture a pris la mesure des défis écologiques, mais elle a besoin, vous le savez aussi, de soutien pour cette conversion écologique. Or, le budget agricole prévu par le gouvernement, présenté à cette commission et qui a donné lieu d'ailleurs à un rapport de notre collègue Jean-Luc Fugit, serait en diminution de 6%, si nos chiffres sont bons. C'est pourquoi notre commission, d'ailleurs, a voté des crédits supplémentaires, à la fois pour cette conversion, pour la lutte contre les épizooties, l'installation des jeunes ou développer les protéines végétales. Et une première question, Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quel sort connaîtra la version issue du Parlement? Quelles évolutions vous entendez en tout cas apporter à ce projet initial qui nous est apparu, à beaucoup en tout cas, insuffisant? Les agriculteurs attendent également la concrétisation de nombreux engagements qui ont été pris au cours des 18 derniers mois. Je pense aux avances de trésorerie et aux prêts garantis de l'État. Les 75 millions annoncés aussi pour indemniser les pertes provoquées par la FCO et dont les agriculteurs attendent toujours le décaissement. Nous espérons également des suites, des pistes en matière évidemment législative. En ce qui concerne le projet de loi LOA, évidemment, nous avons des questions sur les perspectives. Mais ce projet de loi fait, à mon sens, l'impasse sur la régulation des revenus agricoles et des prix. Qu'est-il prévu pour répondre à ce qui est d'ailleurs une demande centrale des agriculteurs, à savoir des prix qui leur permettent de vivre dignement de leur travail? Vous savez qu'une mission d'évaluation transpartisane des lois Egalim est en cours dans notre commission avec nos collègues Dive, Igné, Uvart et Ramos. Et nous espérons que cette mission pourra aboutir d'ailleurs à des propositions en la matière. Ceci d'autant plus que la concentration des grandes entreprises de transformation et de distribution mène à une pression très forte sur les agriculteurs et leurs prix. Je le dis, on peut ainsi déplorer l'abandon de collecte de 300 éleveurs par Lactalis il y a quelques semaines
Et nous avons d'ailleurs demandé, je tiens à le dire, une audition de Lactalis dans cette commission qui, pour l'instant, n'a pas donné suite. Donc, ils ne nous ont pas donné suite à cette audition. Évidemment, je crois pouvoir dire pour l'ensemble des commissaires que nous ne souhaitons pas en rester là, parce que la protection des agriculteurs est évidemment une priorité pour nos membres. Pour finir, vous le savez, une menace encore plus grande pèse sur l'agriculture familiale du pays, l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Autre raison évidemment de la colère des agriculteurs. Pouvez-vous nous préciser quelle est votre position et celle du gouvernement? Nous confirmez-vous votre opposition à cet accord, quelles qu'en soient les conditions? Pensez-vous encore possible d'obtenir une minorité de blocage au niveau européen? Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre présence. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes. Et je rappelle donc les règles à chacune et chacun. On entend les orateurs de groupe, chacun pour 3 minutes maximum. Puis nous vous laissons la parole pour leur répondre aussitôt, dans le cadre de 4 minutes au global. Donc, et nous entendrons ensuite les orateurs individuels, 1 minute, et réponse de votre part aussitôt d'1 minute. Voilà. Madame la ministre, je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de me donner l'occasion de détailler aujourd'hui devant la représentation nationale la feuille de route qui guidera l'action de mon ministère dans les prochains mois. Dans le contexte que chacun connaît, contraint sur le plan budgétaire, tendu sur le plan social, au plan international, cet exercice de clarté est indispensable. Il doit permettre de répondre aux inquiétudes que nos concitoyens expriment, au premier rang desquelles celles des agriculteurs, sur le cap que la France souhaite tenir en matière agricole. Vous ne l'ignorez pas, ces inquiétudes sont vivaces et l'actualité en témoigne. Depuis le début de la semaine, les agriculteurs manifestent leurs doutes sur le projet que la nation nourrit pour ceux qui la nourrissent. Le retour des manifestations souligne la force d'une crise qui vient de loin et que traverse une profession en perte de revenus, en perte de repères et parfois même en perte de sens. Alors que la confiance qui unit l'État au monde agricole est entamée par de trop longs mois sans réponse, je m'efforce depuis 60 jours d'y consacrer l'action la plus résolue. En effet, mon rôle, notre rôle, mesdames et messieurs les députés, est désormais de nous engager dans une transformation profonde du quotidien de nos agriculteurs et dans un soutien sans faille à notre production nationale. Pour atteindre ces objectifs, avec votre aide, 3 temps politiques doivent être distingués. Le premier, c'est celui des urgences, et nous y sommes déjà. Car les crises s'additionnent, frappent en tout lieu du territoire et nécessitent des mesures de soutien puissantes, rapides et ciblées. L'urgence est d'abord sanitaire. Face à la recrudescence des maladies vectorielles, l'État a organisé une réponse reposant sur 2 piliers. Et ça répondra à l'une de vos questions, Madame la Présidente. Un premier pilier vaccinal d'abord, qui comprend la mise à disposition gratuite de près de 12 millions de doses pour la FCO3. Un pilier indemnitaire ensuite, avec le déploiement d'un fonds d'urgence exceptionnel de 75 millions d'euros, d'abord réservé aux pertes directes ovines et bovines induites par la FCO3, puis étendu à la FCO8 pour les pertes ovines, auxquelles s'ajoute la mobilisation du FMSE pour les pertes bovines en FCO8. Et nous n'en restons pas là. Afin de tirer toutes les leçons de cette crise, je lancerai dès le mois de janvier de grandes assises du sanitaire. Celles-ci permettront à terme de rénover la gouvernance et le financement de notre gestion sanitaire et de renforcer le maillage vétérinaire en zone rurale. On ne peut pas continuer à être dans l'attente d'une prochaine maladie vectorielle sans réorganiser, anticiper, traiter au mieux, faire de la prévention, parce que sinon, tous les budgets n'y suffiront plus. Et des maladies vectorielles, on va en voir se multiplier. Donc, ces assises du sanitaire, c'est vraiment pour repenser collectivement, avec les services du ministère, avec les représentants des branches professionnelles, avec les vétérinaires, les chercheurs, les chambres, enfin, toute la sphère concernée par ces maladies animales, de repenser ensemble la stratégie. L'urgence est ensuite économique. La succession d'épisodes climatiques violents a fragilisé les trésoreries de nombreux exploitants. L'État a répondu présent
en déployant immédiatement des mesures de soutien, comme l'aide à la reconstruction suite aux inondations ou celle en faveur de l'agriculture biologique. Dans un cadre budgétaire serré, elles ont représenté un effort pour nos comptes publics de près de 310 millions, qui témoigne de la priorité donnée à nos agriculteurs. En parallèle de ces fonds d'urgence, j'ai décidé de lancer un dispositif d'aide à la trésorerie. Et ça répond à une deuxième de vos questions, dont j'ai précisé les modalités la semaine dernière. En 2 mots, on distingue 2 situations. Des difficultés de trésorerie conjoncturelles. C'est une mauvaise récolte ou une difficulté particulière, mais qui n'affecte pas la situation habituelle de l'exploitation. Pour ce faire, nous avons imaginé avec les banques, la BPI, les partenaires, un prêt de 50 000 € à taux bonifié de 1,75% et qui serait ramené à 1,5% pour les nouveaux installés, qui sont plus fragiles parce qu'ils ont déjà évidemment beaucoup d'engagements financiers. Et puis un deuxième type de soutien qui est un prêt pour les exploitations agricoles qui ont des difficultés structurelles et qui ont besoin d'un engagement financier plus important, à hauteur de 200 000 € sous la forme d'un prêt garanti par l'État à proportion de 70%. Alors évidemment, tout ça est traité en local par le préfet et les partenaires financiers, mais ces 2 types d'aides, dont nous avons vérifié la pertinence auprès des professionnels, répondre aux difficultés de trésorerie que connaissent de nombreuses exploitations agricoles. L'urgence, mesdames et messieurs les députés, est enfin de tenir parole. C'est d'abord la promesse que tient le budget que nous avons présenté. Celui-ci maintient une enveloppe significativement supérieure à celle de 2023, qui représente un engagement de 25,6 milliards d'euros et consacre des mesures attendues par les agriculteurs depuis 2018, comme l'annulation de la hausse de la taxe sur le GNR ou la pérennisation du TODE. C'est ensuite la promesse que tient le projet de loi d'orientation agricole. Et c'est la 3e question que vous m'avez posée. Loi que nous avons considérablement enrichie, ici même, dans cette commission où je siégeais, vous aussi, Madame la Présidente, et nous avons, avec l'ensemble des députés, énormément enrichi ce texte. Je n'attends qu'une chose, et je veux là le dire clairement, c'est qu'on puisse à nouveau en débattre au Sénat et qu'on puisse achever son parcours. Parce que ce n'est peut-être pas la loi du siècle, comme certains l'ont dit, à juste titre, mais c'est une loi qui comporte des mesures que les agriculteurs attendent. Ils l'attendent. Ils ne cessent de nous le dire, y compris durant leurs manifestations. Il faut donc que nous soyons au rendez-vous de la demande des agriculteurs. Et à cet égard, et tout en sachant que je m'adresse ici à des experts du droit parlementaire, je profite de cette tribune pour éviter que certaines prises de position ne s'exonèrent de réalités constitutionnelles. Oui, la fin de l'année est réservée dans sa quasi-intégralité à l'examen des textes budgétaires. Je ne pouvais pas, et croyez bien que je l'ai demandé, on a essayé, je ne pouvais pas placer le texte de la LOA avant les textes budgétaires. Donc qu'on ne me fasse pas de mauvaise querelle sur ce point, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. C'est donc dans ce cadre que je me suis battue pour que ce projet de loi ait préséance en obtenant, avec l'accord dérogatoire de la conférence des présidents du Sénat, une avancée à mi-janvier du premier créneau disponible pour son examen. On a inversé une semaine du gouvernement pour pouvoir la passer en premier à la reprise au Sénat. Son entrée en vigueur, très attendue par la profession, se fera dans le délai le plus court qu'il était possible d'obtenir. Tenir parole, mesdames et messieurs les parlementaires, c'est enfin la promesse que vous concrétisez. De multiples propositions de loi, comme celle des députés Nicole Lepay et Jean-Marc Fugy, ou des sénateurs Duplon et Menonville, peuvent contribuer à apporter aux agriculteurs la réponse qu'ils attendent sur bien des sujets. Vous le voyez, dans l'urgence, l'État prend ses responsabilités et témoigne de son engagement irrévocable à protéger les agriculteurs frappés par les crises. Pour autant, je ne me fais aucune illusion et je sais l'ampleur des chantiers qu'il reste à mener.
C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, après ce premier temps des urgences, en vient un second. C'est celui de la reconquête du sens. La perte de sens dans les professions agricoles doit tous nous alerter, tant elle s'illustre parfois cruellement. Un suicide est un drame, un suicide par jour est une tragédie. Voilà la réalité du monde paysan. Cette perte de sens, nous pouvons l'enrayer. Cela suppose de notre part de restituer aux agriculteurs deux pouvoirs. Le pouvoir de produire et le pouvoir de vivre. Le pouvoir de produire d'abord. Non pas produire pour produire, mais produire pour nourrir, car c'est la vocation première d'un agriculteur. Restituer ce pouvoir de produire, c'est d'abord abandonner le logiciel décroissant qui s'est installé par dogmatisme et privilégie les interdictions à l'innovation. Sur ce point, je serai intraitable. En matière phytosanitaire, je m'engage à ne jamais charger la barque française plus que ne l'est la barque européenne. Mon action se concentrera d'abord sur l'innovation, à travers la recherche de solutions de traitements alternatifs, en prolongeant par exemple le financement du Parsada en 2025. Pour ceux qui l'ignorent, le Parsada, c'est un dispositif, c'est une démarche que je continuerai parce que c'est une bonne démarche, qui vise à anticiper les futures interdictions par l'Union européenne. Ces interdictions, il faut s'y préparer. Quand elles viendront, si elles sont décidées au niveau européen, nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes membres de l'Union européenne. Donc il faut s'y préparer, et longtemps à l'avance, parce que la recherche a besoin d'un temps relativement long. Et bien sûr, le soutien au biocontrôle, parce qu'il y a des réponses de biocontrôle aussi. Donc je ne dis pas par dogmatisme que la seule solution, c'est le phytosanitaire. C'est aussi le phytosanitaire, mais c'est également la préparation à la sortie de certains traitements phytosanitaires et le soutien au biocontrôle. Restituer le pouvoir de produire, c'est ensuite poursuivre le chantier titanesque de la simplification. Je m'y suis immédiatement attelée, car sous le poids des normes, la ferme France plie dangereusement. Comme je l'ai annoncé fin octobre, les agriculteurs bénéficieront dès l'année prochaine du contrôle administratif unique. Cette mesure était très attendue par le secteur et s'inscrit également dans le respect des engagements pris par l'État. Il ne s'agit toutefois que de la première pierre posée à l'édifice de la simplification, car mon ambition en la matière est plus grande. Faire table rase des normes inutiles qui contraignent l'acte de produire. Mon objectif est simple, je veux que les paysans passent plus de temps dans les champs et les étables, moins derrière leur bureau. Pour ce faire, mes équipes travaillent d'arrache-pied et peignent avec méthode toute la paperasse et les interdits qui détournent les agricultures de leur mission de nourrir. Mesdames et messieurs les députés, voilà le chemin que mon ministère empruntera pour restituer aux agriculteurs leur pouvoir de produire. Mais ce pouvoir n'aurait que peu de valeur s'il ne s'accompagnait pas d'un véritable pouvoir de vivre. Et c'est une autre de vos questions, Madame la Présidente. Redonner le pouvoir de vivre aux paysans, c'est d'abord s'attaquer à la question du revenu et donc des prix. Sur ce sujet, et malgré ses apports, force est de constater que la loi Egalim présente des limites. En lien avec ma collègue Laurence Garnier, une réflexion a été lancée il y a un mois pour adapter le cadre des relations commerciales. Les organisations professionnelles agricoles y sont bien entendu associées et leurs revendications pleinement prises en compte. Redonner le pouvoir de vivre aux agriculteurs, c'est aussi traiter la question de la retraite. Parce qu'elle est la chambre d'écho des inégalités de la vie, la retraite frappe les agriculteurs parfois plus durement que le travail. Pour y remédier, le gouvernement porte dans le cadre du PLFSS une réforme dite des 25 meilleures années pour le calcul des droits. C'est une mesure de justice sociale qui récompense les efforts d'une vie de labeur. Il faut désormais l'inscrire dans le marbre. Je compte sur vous. Mesdames et messieurs les députés, après les deux premiers temps que j'ai évoqués, celui des urgences, celui de la reconquête du sens, en vient un troisième, celui de la projection dans l'avenir. À ce titre, 3 combats prioritaires doivent être menés de front. Le premier, c'est celui du renouvellement des générations. Si les chantiers que j'ai d'ores et déjà évoqués y contribuent largement, en renforçant l'attractivité des métiers, il est indispensable d'adjoindre des mesures de formation et là aussi de simplification. Pour ce faire, le projet de loi d'orientation agricole sera notre principal vecteur. Le choc d'attractivité qu'il prévoit permettra de former 30% d'apprenants supplémentaires d'ici 2030 et nombre de mesures, comme la création du réseau France Service Agriculture, simplifieront
l'installation des agriculteurs et la transmission de leurs exploitations. Je voudrais dire à ce point, à ce stade de mon propos, on s'est beaucoup préoccupé ces dernières années, j'en atteste pour ce que j'en ai vu lors de l'examen de tous les textes concernant cette question, on s'est beaucoup occupé de l'installation. Et je crois qu'il faut désormais s'occuper aussi beaucoup de la transmission. Et c'est l'objet d'une des missions qui a été confiée à l'inspection de mon ministère. Le second combat, mesdames et messieurs les députés, c'est celui que nous devons mener face au changement climatique dont les agriculteurs sont les premières victimes. Pour les protéger, les chantiers devant nous sont nombreux. Il en va du déploiement de plans d'adaptation de pans entiers de notre agriculture. Et les exemples que je vais donner sont les exemples de concrétisation d'engagements qui ont été pris auprès des agriculteurs en début d'année. Ils ont été pris, je les concrétise. C'est le plan Agriculture-Climat Méditerranée, 50 millions d'euros en 2025. J'en ai lancé la mise en œuvre opérationnelle après plusieurs mois de sommeil. À travers lui, je souhaite qu'une 50aine de territoires du pourtour méditerranéen soient labellisés par les préfets d'ici à la fin de l'année afin d'accompagner financièrement les filières les plus affectées par le dérèglement climatique et de favoriser la diversification. Dans le même sens, l'accès à l'eau pour l'irrigation des exploitations est un impératif majeur qui doit être atteint dans le cadre d'une gestion raisonnée de cette ressource. Je suis allée 2 fois en Occitanie et ce n'est pas un hasard si je suis allée 2 fois en Occitanie alors que je ne suis pas encore allée dans certaines régions de France. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui souffre le plus particulièrement de ces questions de changement climatique. Et ce que j'y ai vu est dramatique. J'ai vu des vergers calcinés de soif, comme s'ils avaient été brûlés au lance-flammes. Et donc, dans cette région particulièrement, il nous faut concentrer nos efforts sur l'adaptation au changement climatique, sur la question de l'accès à l'eau. Je veux le dire très clairement, ce qui empêche l'accès à l'eau dans ces territoires condamne à mort l'agriculture. Et il faut y répondre. Et c'est le deuxième plan que j'ai lancé. C'est le plan hydraulique, le fonds hydraulique, qui est un fonds d'amorçage de 20 millions d'euros en 2024. Et ce fonds, je veux le poursuivre en 2025 pour financer 48 projets de gestion innovante de l'eau en France, dont je viens de révéler les lauréats. Comme je le souhaitais, ce fonds sera reconduit l'année prochaine. Mais ces mesures d'adaptation seraient vaines si elles ne s'accompagnaient pas de mesures de lutte contre le changement climatique. C'est tout le sens de l'action que je mène pour la captation du carbone, le travail de reforestation qui a déjà atteint 46 000 hectares et se poursuit avec l'allocation de 487 millions d'euros pour la forêt dans le PLF. Il s'accompagne en outre d'un plan de lutte contre les incendies dûment financé et ciblant les massifs les plus à risque. Enfin, le combat pour l'avenir de notre agriculture, c'est celui de notre souveraineté alimentaire. Et il suppose d'abord de protéger nos agriculteurs contre les accords commerciaux déloyaux. Promouvoir les clauses miroirs, à condition de pouvoir contrôler leur application. Ce sont les positions que je porterai lors des prochaines négociations pour que l'Europe sorte enfin du déni. Et sur le Mercosur, je le dis, je le répète, c'est non. Face aux centaines de milliers de tonnes de viande et de sucre qui pourraient se déverser dans nos supermarchés au mépris de nos normes de production, la France se dressera comme un mur. Cette position, nous la tenons fermement dans les discussions avec nos partenaires européens. Et je me rendrai d'ailleurs dès vendredi à Varsovie pour poursuivre ce travail de conviction. Retrouver les pans entiers de notre souveraineté alimentaire, c'est aussi assumer une posture conquérante par le renforcement de notre compétitivité. En ce qui concerne les exploitants, le travail est d'abord fiscal. L'augmentation à 30% du taux de dégrèvement appliqué à la TFNB, l'exonération de 30% de la réintégration de la dotation pour épargne de précaution en cas de sinistre climatique concourent directement à cet objectif pour un montant de 64 millions d'euros. En tout, l'allègement des charges, c'est quand même 300 millions d'euros dans ce budget, mesdames et messieurs, si évidemment le budget est adopté. Renforcer la compétitivité, c'est aussi leur offrir un accès aux moyens de production égal à celui de leurs concurrents. J'ai ainsi relancé le comité des solutions qu'avait mis en place Agnès Pannier-Runacher, qui travaillera à rythme soutenu sous mon patronage, tandis que des filières seront confrontées à des impasses inconnues ailleurs en Europe.
J'ai évoqué la noisette hier, il y en a d'autres. Sur la compétitivité des transformateurs, le gouvernement poursuivra les efforts engagés dans le cadre du plan France 2030, qui représente déjà 2,3 millions d'euros investis sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Pardon, milliards, j'ai bien dit milliards. Je veillerai à ce qu'une attention particulière soit portée à nos territoires ultramarins qui doivent prioritairement réduire leur dépendance et trouver de meilleurs débouchés. Sur ce sujet, j'émets en revanche une alerte. Les industries agroalimentaires représentent une part essentielle de l'emploi de territoires souvent isolés et contribuent positivement à notre balance commerciale. Mais elles connaissent aussi une période de turbulence. Alors, prenons garde, mesdames et messieurs les députés, à ne pas nous engager dans la voie de la surcharge fiscale, car ce qui est en jeu à travers elle, c'est une part de notre cohésion nationale. Je fais allusion aux diverses taxes, sel, sucre et autres, beurre ou gras. Veillons aux conséquences économiques de ces mesures, d'ailleurs, dont les effets sur les comportements sont loin d'être avérés, mais nous y reviendrons peut-être. Mesdames et messieurs les députés, répondre aux urgences, redonner du sens, nous projeter dans l'avenir, voilà le travail que je vous propose de partager. Ensemble, je nous sais capables de tendre comme un seul homme ou une seule femme vers le seul objectif qui compte, renouer la confiance entre le pays et les paysans. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie, Madame la Ministre.